Eh bien, je suis très heureuse d'être ici pour parler de ce sujet. Et je ne vais pas aujourd'hui vous parler de la musique dans les camps, puisque ça a été abordé, je pense, au cours des années précédentes pour un événement similaire. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des musiques qui ont résonné ou qui ont été proscrites à l'intérieur des frontières du Reich, mais pas dans les espaces de détention. Et je vais peut-être un peu camper le décor. Alors, il y a quelque chose qui est assez surprenant quand on s'intéresse au Troisième Reich, c'est qu'a priori, on pense toujours que le régime était extrêmement organisé, avec un chef tout-puissant qui commandait tout. Et quand on étudie en profondeur, on se rend compte qu'en fait, c'était ce qu'on appelle une polycratie, donc c'est-à-dire un régime des petits chefs, et que finalement, c'était un peu un perpétuel combat des chefs à l'intérieur du régime qui a mené à des politiques totalement incohérentes, notamment en matière de musique. Donc pour comprendre ça, je vous présente les trois acteurs principaux. Donc bien sûr Adolf Hitler qui aura toujours son mot à dire en matière de musique, même si ce n'est pas lui qui est à l'origine des décrets ou des interdictions, mais en tout cas c'est toujours lui qui finit par trancher et départager les deux principaux rivaux. Le premier rival, c'est Alfred Rosenberg. C'est un personnage très important qui est l'idéologue du régime. Donc c'est lui qui a écrit le programme du parti nazi. Et cet acteur, malgré son nom, n'est pas juif et il est extrêmement antisémite. Et Alfred Rosenberg, c'est vraiment celui qui a porté l'idée de la race pure. Il était dans la société secrète de Thulé, il faisait énormément de recherches sur l'arianisme, sur les Ariens, et c'est lui qui est à l'origine de l'idéologie qu'on a appelée völkisch, donc une idéologie ancrée dans le peuple et dans la pureté du sang. Donc ça, c'est un acteur très important en matière de musique, puisqu'il a un gros réseau d'influence. C'est lui qui a créé, juste après l'arrivée au pouvoir de Hitler, la Ligue de combat pour la culture allemande, la Kampfbund für deutsche Kultur. Et cette ligue entendait un peu régner sur toute la création musicale après l'arrivée au pouvoir de Hitler. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en face de lui, il y avait le ministre de la propagande, qui est lui extrêmement connu, Joseph Goebbels. Et Joseph Goebbels a immédiatement pris le contrôle sur Rosenberg et il a fait créer la Chambre de musique du Reich, qui est l'institution qu'on connaît aujourd'hui, donc la Reichsmusikkammer. Il a créé la Chambre de culture du Reich, qui allait chapeauter tout ce qui se faisait en matière culturelle. C'était une sorte de super syndicat, donc il y avait la Chambre des lettres, musique, théâtre, la radio, donc tous les arts étaient représentés. Et si on voulait pouvoir exercer dans l'Allemagne nazie, il fallait être membre de la chambre à laquelle on devait appartenir en fonction de l'art qu'on exerçait. Et bien entendu, cette chambre était interdite aux juifs et aux opposants politiques. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il a très rapidement mis au pas la vie musicale allemande et surtout qu'il a évincé son adversaire au passage. Mais finalement, pendant toute cette période, ce dont on se rend compte, c'est que les politiques auprès de Hitler fonctionnaient un peu avec c'était un peu la dernière personne à avoir vu Hitler pouvait avoir le dernier mot. Donc Rosenberg demandait un entretien à Hitler, faisait faire des retours en arrière par rapport à des politiques musicales, et sur ces entrefaits, Goebbels passait la soirée du lendemain avec Hitler et il y avait encore un retour en arrière. Donc c'est pour ça que vous allez voir que finalement, ce sont des politiques assez incohérentes et assez paradoxales. Et ça s'explique à cause de ces combats qui ont été continus sous le Reich. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même ce concept de musique dégénérée qui a été employé pendant tout le Troisième Reich et qui va désigner des musiques qui, en définitive, seront quand même, sinon interdites, en tout cas très fortement décriées. Le concept de musique dégénérée, ça vient du clan Rosenberg, justement, qui est pour la pureté de la race et donc pour la pureté de la musique. Et ça va englober énormément de choses.
La chose que ça ne va pas englober, ce sont en fait les musiques populaires traditionnelles, puisque le concept de musique dégénérée va s'adresser à une musique perçue comme allemande. Or, la musique traditionnelle juive, dans l'idée des nazis, n'est pas de la musique allemande. Donc, elle ne fait même pas partie de ce répertoire dégénéré. Et c'est pareil pour la musique tzigane. La musique tzigane n'a pas été taxée de dégénérée parce qu'elle n'était pas considérée comme de la musique allemande, donc elle était hors du champ d'accusation. Ça, vraiment, les accusations sont portées contre des musiques que les gens écoutent à la radio ou qui sont données dans des concerts. Donc, le premier critère, c'est le sang. Et ça, c'est une illustration justement de cette construction du contrôle de la musique avec la création de la chambre de musique du Reich. Et ce que je vais rappeler aussi ici, c'est que on a d'un côté Rosenberg qui va être très dogmatique et qui ne fera jamais aucune concession sur la pureté du sang. Et de l'autre, Goebbels, qui est vraiment un maître de la propagande. Et Goebbels, en tout cas au début de sa prise de pouvoir, il cherche à rallier l'opinion publique du côté du régime. Donc il est prêt à faire des concessions, il est prêt à essayer d'attirer des artistes qui pourraient être perçus comme un peu trop modernes, mais pour que ces artistes deviennent la façade du régime à l'international. Donc c'est pour ça qu'il va chercher pour chaque chambre à nommer en président la personnalité la plus célèbre dans son domaine et la deuxième personnalité la plus célèbre en vice-président. Donc quand il crée la chambre de musique du Reich, il installe Richard Strauss à la présidence, puisque Richard Strauss était à l'époque le compositeur vivant le plus connu, et à la vice-présidence, il installe le chef d'orchestre le plus connu de l'époque, qui était Wilhelm Furtwängler. Donc ces deux acteurs, dans un premier temps, vont être chargés de mettre en place la politique d'épuration nazie. Et c'est ce que dit très bien Richard Strauss lors d'une ouverture de séance de travail. Nous allons ouvrir la voie à la création saine et, ce faisant, repousser et faire disparaître la création malade et nocive. Donc, justement, cette création malade et nocive, c'est ce qui a été appelé la musique dégénérée. Donc, dans un premier temps, il y a une recherche un peu d'épuration du monde musical allemand, et ça concerne des professeurs, des musiciens qui sont juifs et qui sont renvoyés ou mis à la retraite dès 1933. Alors, avec les lois de Nuremberg en 1935, ils seront même totalement interdits d'activité. Mais dès 1933, il y a déjà des premières mises à la retraite, notamment Arnold Schoenberg, qui va abandonner son poste très rapidement. Donc, on s'attaque à tous les musiciens juifs. Et puis, dans le même temps, il y a immédiatement une interdiction des compositeurs juifs morts. Donc, l'exemple le plus connu, c'est Félix Mendelssohn, dont la statue à Leipzig a été détruite par les nazis. Elle a été remplacée par une statue de Bruckner. La rue Mendelssohn a été rebaptisée la rue Anton Bruckner. Alors, Mendelssohn, le problème qu'il pose quand même, c'est que c'était le compositeur du Songe d'une nuit d'été, dont on connaît aujourd'hui très bien la marche nuptiale. Sa musique était extrêmement célèbre et populaire en Allemagne. Donc il y a un problème qui se pose face à cette interdiction que même des artistes nazis ne comprennent pas. Pour eux, Mendelssohn, c'est un compositeur de génie et ils sont contre le fait d'interdire sa musique. Donc le régime essaye de faire en sorte de récupérer un peu l'image de Mendelssohn, mais en faisant recomposer des musiques. Par exemple, ce Songe d'une nuit d'été, il passe des commandes à des jeunes compositeurs en leur demandant d'écrire une nouvelle musique à la place de celle de Mendelssohn. Bon, ils ont été peu nombreux à accepter cette commande, mais l'un de ceux qui acceptera sera le jeune Karl Orff, qui était inconnu à l'époque et qui va se faire un nom grâce à cette œuvre.
Les interdictions concernent aussi Offenbach ou Mahler. Donc tous ces compositeurs voient leurs partitions retirées des bibliothèques et on ne peut plus officiellement jouer leur musique. Après, il va y avoir toute une épuration du milieu de la création musicale de l'époque. Donc la chose aussi qu'il faut bien comprendre sur le Troisième Reich, c'est que c'est un régime qui se construit par la réaction. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'aborde en premier la musique interdite, parce que finalement les nazis savaient très bien quoi interdire et ils étaient beaucoup moins forts pour avoir un répertoire qui les représente. Par contre, ils savaient exactement tout ce qu'ils voulaient éliminer. Et tout ce qu'ils voulaient éliminer, c'était tout ce qui s'était fait dans l'immédiat le régime politique qui les avait précédés, qui était le régime de la République de Weimar. Alors la République de Weimar, la création musicale sous la République de Weimar, c'est une création d'une modernité absolument incroyable. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui de la musique moderne était déjà en germe à cette période. Et donc il y avait énormément d'esthétiques qui se sont côtoyées et ce sont toutes ces esthétiques modernes qui ont été condamnées. Alors, le premier courant musical qui a été condamné, c'était le courant représenté par Schoenberg, qui, en tant que juif, était perçu par les nazis comme le destructeur du système tonal. C'est vrai que la composition sans tonalité, donc atonale, fait perdre les repères par rapport au répertoire qu'on est habitué à écouter. Et donc, il personnifiait cette dégénérescence que Wagner avait déjà attaqué dans son essai La judéité dans la musique, où il disait que les juifs ne sont capables que de détruire ou au mieux de faire de mauvaises imitations parce qu'ils n'ont pas de racines, donc ils ne peuvent pas produire un art qui leur soit propre. Et donc c'est cette musique qui fait les premières foudres des attaques nazies. Alors je vais vous faire écouter un extrait pour que vous ayez un petit aperçu de ce que donnait cette esthétique atonale. C'est une suite qu'il a composée en 1923 en s'aidant d'une méthode qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de dodécaphonisme, donc basée sur l'utilisation des 12 sons de la gamme. Voilà, donc ça c'est la première esthétique, on va dire, qui fait vraiment qui est la principale cible des attaques. Il y a aussi un mouvement qui s'est beaucoup développé après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est le cabaret, puisqu'en fait, en 1918, la censure a été levée et ce genre contestataire s'est vraiment développé dans toute l'Allemagne. Et dès les années 1930, avec vraiment la montée de la menace nazie, les cabarettistes du cabaret politique s'emparent des sujets actuels, notamment l'antisémitisme qui ne cesse d'augmenter, et le dénoncent dans leurs spectacles. Alors l'un des principaux artistes, c'est Friedrich Holländer, qui joue son propre rôle dans L'Ange bleu. C'était le pianiste de Marlène Dietrich, qui va la suivre jusqu'aux États-Unis pendant la guerre. Et lui, il attaque justement tout cet antisémitisme qui se met en place. Et cette esthétique, finalement, c'est une esthétique très simple et en général, on se contente de reprendre des chansons connues pour que le public puisse très rapidement chanter la chanson avec les artistes. Donc là, je vais vous faire écouter un extrait de ce cabaret Spuk in der Villa Stern et je pense que vous n'aurez aucun mal à reconnaître le thème. Of es schöne
dran schuld. Die Juden sind und dran schuld. Und glaubt es nicht, sind sie dran schuld. An allem sind die Juden schuld. Ach so. Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag. Voilà, donc c'était un texte qui s'attaquait au fait que les Juifs étaient responsables de tout, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige ou qu'il y ait des éclairs, c'était au final toujours la faute des Juifs. Voilà, alors ça c'est bien entendu un genre qui va être interdit très très tôt, et le genre du cabaret, là vraiment les artistes étaient vraiment très exposés. Les artistes de cabaret, même s'ils n'étaient pas juifs, ont été incarcérés dans des camps de concentration dès 1935, puisque la Gestapo assistait aux concerts, aux représentations, et tout ce qui était perçu comme trop critique pouvait les mettre en danger. Donc plusieurs acteurs du cabaret berlinois se sont trouvés emprisonnés dans des camps de concentration pour des peines qui étaient en général de quelques semaines, mais qui ont été suffisamment dissuasives pour qu'ils cessent leurs activités à partir de 1935. Alors, une autre esthétique qu'on connaît très mal dans le domaine musical, mais très bien dans le domaine des arts graphiques, c'est tout ce qui est lié au mouvement Dada. Alors, le principal compositeur lié à ce mouvement, c'est Erwin Schulhoff, qui se faisait appeler le Musik Dada. L'objectif de Dada, c'était de choquer, et notamment choquer, comme il disait, choquer le bourgeois. Donc, il fallait vraiment écrire des choses qui étaient très provocantes. Et en matière de musique et d'esthétique, eh bien, ça passait par quelque chose qui était en général très désagréable à écouter. Donc ça pouvait être des cris, ça pouvait être écrire une œuvre pour des ustensiles de cuisine. Donc tout ce qui était aussi un peu lié à l'absurde. Ça, c'est ce que maîtrisait très bien Erwin Schulhoff. Erwin Schulhoff, il compose au tout début des années 20 une œuvre qu'il appelle In Futurum. Et cette œuvre-là, quand on regarde la partition, c'est une œuvre qui n'est faite que de silence. Or, on croit toujours que c'est John Cage avec 104 minutes 33 qui a inventé ce concert où le pianiste ne joue pas en fait. Et ça, c'est déjà la partition de Schulhoff au début des années 20. Il a eu une carrière relativement courte puisqu'il est mort dans un camp, mais pas en tant que juif. Il est mort dans un camp en tant que prisonnier soviétique, car Schulhoff était juif, homosexuel, communiste, et il avait pris la nationalité soviétique. Et en fait, voilà, il s'est fait arrêter en tant que citoyen soviétique. Alors, c'est vraiment une œuvre qui mérite d'être découverte. Vous allez très bien comprendre quand je parle de choquer ce qu'on veut dire, et vous allez sûrement aussi reconnaître ce qui n'était pas encore l'hymne nazi, puisque l'œuvre date de 1919, mais c'était déjà le Deutschlandlied, donc qui était l'hymne allemand, qu'il reprend, qu'il distord, et on entend aussi derrière une reprise distordue de la Marseillaise. Voilà, alors quand on a entendu ça, on peut se dire que la provocation musicale d'aujourd'hui, voilà, c'était bien avant, ça existait dès les années 20. Et en fait, c'est toute cette création extrêmement moderne qui s'est trouvée en fait interrompue d'un seul coup en 1933 et qui a été tellement paralysée qu'à partir de 1945, finalement, on est revenu à des formes de modernité inspirées de cette époque. Mais il y a vraiment eu un arrêt très très brutal. Alors, une autre cible des attaques nazies, c'est le jazz. Le jazz, il est arrivé en Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale avec des troupes noires américaines. Il est même arrivé pour la première fois en France à Nantes, au théâtre Gralin, où c'est justement une des troupes qui s'appelait les Harlem Hellfighters qui ont donné le premier concert de jazz. Certaines personnes en avaient entendu un petit peu à l'exposition universelle de 1900, mais en tout cas, 1918, c'est vraiment la découverte européenne du jazz.
Et ça crée un engouement absolument incroyable auprès des compositeurs de musique savante qui y voient un nouveau réservoir pour puiser des idées, pour enrichir leur création. Donc ils s'inspirent du jazz et il y a un courant qui s'appelle le Kunstjazz, donc qu'on peut traduire par une esthétique de jazz savant en fait. Il y aurait le jazz populaire d'un côté et le jazz savant de l'autre. Et l'exemple emblématique, c'est celui de Ernst Krenek, qui est vraiment le seul compositeur allemand qui ait vraiment vu sa vie mise en danger sous le régime nazi uniquement en raison de son esthétique moderniste et de cet opéra particulièrement, puisque Krenek n'était pas juif, mais il a vraiment dû s'exiler. Et c'est une œuvre donc, qui a eu un succès énorme à l'époque, en 1927, et le personnage principal était un musicien noir, donc ça a énormément choqué tous les nazis qui essayaient déjà un peu de réglementer la vie artistique. Donc même s'ils n'étaient pas au pouvoir, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des SA qui s'invitaient au concert et qui commençaient à huer ou qui commençaient à violenter les interprètes. Et finalement, au bout d'un moment, les organisateurs de spectacles avaient tellement peur qu'il y ait des incidents qu'ils ont fini par s'auto-censurer. Donc c'était aussi un moyen très malin de faire la loi. Donc là, c'est vraiment un opéra, donc écrit dans une esthétique savante, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'apports de couleurs de jazz. Donc ça passe par l'emploi des trompettes, par exemple, avec la sourdine wah-wah. Ça passe aussi par l'emploi du banjo ou l'emploi du saxophone, puisque le saxophone n'est pas un instrument de l'orchestre classique. Le saxophone, il était vraiment lié au jazz à l'époque, donc il intègre aussi du saxophone. Donc je vous fais écouter un extrait. Voilà, alors ça c'est vraiment l'opéra qui a eu le plus de succès à l'époque. Donc il y a vraiment cette alternance en fait entre le chant lyrique et des passages vraiment très jazz. Et puis en plus la morale de l'histoire finalement, c'est ce personnage de Johnny qui est un musicien de jazz et qui arrive et qui va conquérir la vieille Europe. Donc c'est aussi la victoire du jazz sur la musique que les nazis auraient voulu privilégier. Une autre esthétique très intéressante qu'on connaît très mal, c'est la microtonalité. Alors ça fait vraiment partie des expérimentations des années 20. C'est un musicien tchèque qui s'appelle Alois Abba qui recherche cette division des notes de la gamme et qui fait donc construire des pianos avec des touches en décalé pour pouvoir faire des intervalles plus petits que ceux que peut faire un piano et qui fait aussi construire une clarinette en quart de ton. Donc je vais vous faire écouter juste ce que ça donne parce que à l'oreille, c'est extrêmement étrange quand on n'est pas habitué. On a l'impression que ce sont des instruments qui jouent faux. Aujourd'hui, il y a un trompettiste de jazz qui joue avec une trompette fabriquée exprès en quart de ton, c'est Ibrahim Malouf.
Voilà, donc, et puis la dernière chose que je vais aborder, parce que ça, c'est vraiment... alors là, la différence, c'est que tout ce que je vous ai présenté auparavant, ce sont des musiques qui vont être vraiment condamnées, qui ne vont pas pouvoir être jouées en concert et dont les compositeurs vont vraiment être mis à l'écart. Cette musique-là, c'est une musique qui intéresse les nazis, donc elle est condamnée, mais par contre, ils la reprennent à leur compte. Ce sont des chants de combat, en fait, qui se développent dans les années 30, toujours avec la montée du nazisme, et qui sont très souvent composés par des compositeurs communistes ou sympathisants, dont Hans Eisler, qui est l'un des plus célèbres. Et finalement, un peu comme le cabaret, elles sont composées sur une esthétique très simple, un couplet, un refrain, avec des rythmes et des mélodies assez faciles à retenir pour que le public puisse les chanter. Et en fait, ce que font les nazis quand ils arrivent au pouvoir, c'est qu'ils changent les paroles de certains de ces Kampflieder et qu'ils les reprennent à leur compte. Pourquoi ? Parce que Hitler écrivait dans Mein Kampf que si on veut renverser l'adversaire, il faut commencer par s'approprier le répertoire qui lui est cher. Et donc, il se dit, si on reprend les chants des communistes, même si les paroles seront différentes, ils ont un peu cette sympathie naturelle pour leurs chants, et donc c'est une première façon de les amener vers nous. Donc je vous fais écouter un de ces chants de combat, qui est l'un des plus connus, qui est le Solidaritätslied de Eisler, et vous allez voir qu'on entend des couleurs soviétiques, parce que, bien sûr, Eisler était un sympathisant communiste, donc ça donne des choses très bizarres quand les nazis vont reprendre des chants comme ça, c'est qu'on va se retrouver avec des chants nazis qui ont des couleurs soviétiques. Solidaritätslied. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vermessen, vorwärts nicht vergessen, die Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Nährerin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und Vermessen, vorwärts nicht vergessen, die schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre Schlechte. Donc ça, c'est vraiment la dernière esthétique qui va être au centre des attaques. Alors, la cristallisation de ces arts interdits, ce sont deux expositions très importantes en Allemagne. La première qui est dans le domaine de l'art visuel et la deuxième qui est dans le domaine de l'art musical. Donc, le premier événement très important pour affirmer la suprématie de l'art nazi, c'est la grande exposition d'art allemand qui a lieu en 1937, donc die Große Deutsche Kunstausstellung, qui se tient dans un lieu très aéré et qui met en valeur tout ce que le régime voudrait voir, donc c'est-à-dire les canons hérités d'une revisitation de l'Antiquité grecque, et puis des thèmes chers aux nazis, donc le paysan ancré dans le sol, mais quand on représente le paysan, c'est dans des moments familiaux, il y a bien sûr pas d'alcool, il est souvent à l'écoute aussi de la radio du Führer, et puis une vision de la femme nourricière qui doit répondre aux attentes du régime nazi. Et en contrepartie de cet événement officiel se tient l'exposition qu'on connaît aujourd'hui, Entartete Kunst, donc cet art dégénéré, où toutes ces esthétiques dont j'ai parlé dans le domaine musical se retrouvent représentées. Et vous voyez déjà qu'au niveau de la scénographie, tout est fait pour qu'on se sente oppressé et qu'on n'ait qu'une envie, c'est de partir. Donc ça, c'est le premier événement qui met en valeur une esthétique encouragée ou officielle contre une esthétique décriée. Et donc le pendant musical de ça, c'est en 1938 à Düsseldorf, les journées musicales du Reich, pendant lesquelles on entend des œuvres de Strauss, de Mozart, de Beethoven, de Wagner, et en contrepoint,
Alors, les Reichsmusiktage sont organisés par Goebbels et en contrepoint, l'exposition Entartete Musik est organisée par Rosenberg. Donc là, c'est vraiment une exposition concurrente, à tel point que Goebbels va refuser de la visiter. Et donc, à l'époque, elle n'a pas autant de retentissement qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on connaît très bien cette exposition et on ne connaît pas du tout les journées musicales du Reich. Et c'est à cette occasion que justement toutes ces esthétiques décriées sont représentées. C'est fait d'une façon très moderne. Il y a même des cabines d'écoute individuelles dans lesquelles on peut écouter du jazz ou de la musique savante ou de la musique de Kurt Weill notamment. Donc pour certains Allemands, c'est aussi un peu un dernier moyen d'écouter ce qui va bientôt être interdit. Donc c'est une exposition qui va quand même connaître un succès relatif, mais qui en tout cas montre le durcissement du régime en matière de musique. C'est 1938. Jusqu'à 1938, il y avait un peu une sorte de bienveillance affichée, en tout cas pour l'opinion internationale, parce qu'il y avait les JO qui se tenaient à la fois en été et à la fois en hiver, parce que l'Allemagne avait organisé les 2 JO en 1936. Donc il s'agissait de montrer que le régime avait encore une forme de tolérance. À partir de 1938, il n'y aura vraiment plus aucune tolérance. Donc c'est ce qu'on voit très bien dans la couverture du catalogue. Donc ce n'est pas l'affiche de l'exposition, mais c'est la couverture du catalogue. On voit très bien que le personnage, qui a été d'ailleurs baptisé Johnny, est inspiré de cet opéra de Krenek. Et c'est une façon aussi de montrer tout ce qui est condamné. Donc le rouge, c'est la couleur des communistes. L'étoile de David, le chapeau de forme, ça c'est le côté antisémite. Et puis la représentation raciste du noir avec le saxophone, c'est le jazz. Et le saxophone était considéré par les tenants du clan Rosenberg comme un instrument dégénéré. Donc il y a eu énormément de débats en Allemagne sous le Troisième Reich sur faut-il interdire le saxophone. Donc le clan Rosenberg disait il faut l'interdire, c'est un instrument qui a un son mou et si les garçons en jouent, ça va les rendre homosexuels. Et puis d'autres personnes qui disaient mais il a été inventé par Adolphe Sax, donc c'est un instrument allemand, donc il faut continuer à l'utiliser. Voilà le genre de débat très intéressant qu'il y avait dans l'Allemagne nazie en matière de musique. Mais en tout cas, là, on voit vraiment pourquoi cet instrument a été attaqué. Alors, une petite entreprise de Goebbels que je voulais quand même aborder, c'est la nazification qu'il va tenter dans quelques domaines. Donc je vous ai parlé du cabaret. Alors quand il arrive au pouvoir, il essaye justement de récupérer le cabaret à son compte pour en faire un genre de propagande. Sauf que le problème, c'est que le cabaret, par essence, est éminemment contestataire. Donc dans un premier temps, la troupe lui donne une certaine forme de satisfaction, mais très rapidement, la moindre critique est mal prise et donc cette expérience de cabaret nazifié va rapidement s'arrêter. Pour le jazz, il s'agit d'un autre problème. En fait, le jazz pose problème à Goebbels à partir de l'entrée en guerre de l'Allemagne, parce que le jazz était très populaire auprès des jeunes Allemands, et notamment auprès des jeunes soldats allemands. Et le problème qui se posait, c'est que vu qu'il avait été plus ou moins officiellement interdit en Allemagne, si on voulait en écouter, il fallait capter des ondes étrangères. Et si on captait les ondes étrangères, on n'avait pas les mêmes nouvelles sur l'avancée du front allemand. Donc l'idée de Goebbels, c'est de d'abord créer une nouvelle station de radio, qui s'appellera donc l'émetteur européen, qui émettent depuis l'Allemagne, mais à destination de l'Allemagne et de l'Europe. Et pour ces ondes, il fait constituer un groupe de jazz, donc qui s'appelait Charlie and His Orchestra. Et ce groupe de jazz se produisait sur les ondes à l'occasion d'une émission de radio qui s'appelait Germany Calling. Et en fait, il reprenait des standards de jazz, pas du tout allemand, des standards de jazz américains. Et il y avait une modification souvent très subtile des paroles pour faire en sorte que ce soit pratiquement toujours quand même Winston Churchill qui soit attaqué,
Les principales victimes des attaques, c'était Churchill et Roosevelt, mais très souvent Churchill, dont on raillait le côté un peu penché sur la boisson. Et surtout, à chaque fois, il s'agissait de faire passer les Anglais pour des lâches et des peureux. Donc, soit il y avait parfois le standard chanté dans sa version originale, puis l'animateur qui disait « Voici la nouvelle version de Mr. Churchill » avec la version modifiée, soit il y avait directement la version modifiée qui était écoutée. Donc là, c'est le cas du St. Louis Blues. Alors, les interprètes de Charlie and His Orchestra étaient d'excellents interprètes de jazz. Seulement, Goebbels leur avait demandé quand même de ne pas trop swinger, mais il y a quand même, on reconnaît bien le côté quand même jazz, à tel point que certains Allemands ont témoigné après la guerre être tombés un jour sur cette radio et avoir cru qu'ils captaient les ondes étrangères. Donc c'était vraiment une entreprise assez maligne de la part de Goebbels, mais ça c'est quelque chose qui va mettre Rosenberg dans tous ses états. Par exemple, le fait que du jazz continue à être joué, même si c'est pour de la propagande, c'est quelque chose dont il ne voulait pas du tout entendre parler. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que le jazz a complètement cessé de résonner sous l'Allemagne nazie, mais il a plus ou moins quand même été interdit à partir de 1936. Alors je vais quand même m'intéresser aux musiques plébiscitées. Je parle de musique plébiscitée car il n'y a pas eu de musique nazie, vraiment au sens nazi du terme, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les critères esthétiques étaient extrêmement restreints, donc il aurait fallu composer du Wagner, tout simplement, ou à la limite du Mozart ou du Beethoven, mais vraiment toute once de modernité était très vertement sanctionnée par le clan Rosenberg. Et puis la deuxième chose, c'est que même certains compositeurs sympathisants qui ont voulu écrire de la musique pour le régime ne faisaient pas l'unanimité parmi les différents acteurs. Donc j'aborderai tout ça tout à l'heure avec le cas des compositeurs vivants, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de musique nazie. On sait qu'en URSS, il y a une musique soviétique qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais là, on ne peut pas vraiment parler de musique nazie. La seule œuvre qui pourrait un peu rentrer dans les critères de la musique nazie et qui est la seule œuvre qui ait fait l'unanimité au sein des deux clans, ce sont les Carmina Burana de Karl Orff. C'est vraiment la seule œuvre qui a été unanimement acclamée, mais le texte a quand même été considéré comme trop païen et trop paillard par le clan Rosenberg. Donc dans un premier temps, le régime en est réduit finalement à mettre en valeur les compositeurs du passé.
Donc évidemment Wagner, pourquoi évidemment? Parce qu'en fait Wagner, avec son essai très antisémite, La judéité dans la musique, a séduit Hitler par ses écrits. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Hitler a rencontré très tôt, dès les années 20, Siegfried Wagner, donc le fils du compositeur. Wagner était bien entendu mort depuis très longtemps, mais Siegfried Wagner était très enthousiaste après avoir rencontré Hitler, à tel point que quand Hitler a été incarcéré après sa tentative de putsch ratée, c'est la femme de Siegfried, donc Winifred, qui a lancé une collecte auprès de ses amis pour collecter des vêtements, des sucreries et surtout du papier sur lequel Hitler a écrit Mein Kampf. Donc c'est pour ça que finalement il y a ce lien Hitler-Wagner qui questionne toujours, c'est plus finalement un lien à la famille Wagner. Hitler va être extrêmement proche de la famille Wagner pendant toute la durée du Reich. Winifred Wagner est l'une des seules personnes en Allemagne qui ait dû payer des amendes après la guerre pour collaboration. C'est extrêmement rare, même Karl Orff n'a pas été inquiété plus outrement. Donc c'est l'une des seules qui a publiquement regretté la fin du Troisième Reich, et elle avait vraiment cet enthousiasme et cet engouement pour Hitler. Elle s'est aussi débrouillée pour qu'il sauve le festival de la faillite, puisque Bayreuth était vraiment menacé de banqueroute à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et donc il a récupéré ce festival pour en faire une grande fête nazie. Donc on voit là dans les photos de propagande de la foule qui acclame Hitler à son arrivée. Et il a fait très régulièrement jouer des œuvres de Wagner dans les usines. Ça, c'était une entreprise, on va dire, de séduction qui était mise en œuvre par une organisation, un peu une sorte de syndicat qui s'appelait la Force par la joie, et qui offrait comme ça aux employés des usines un moment de concert. Donc là, on va voir. Donc vous allez entendre... Voilà, là, on va vous expliquer qu'en fait, les travailleurs d'une usine de Berlin vont être une surprise inattendue, va les ravir, c'est que Furtwängler leur offre un concert dans leur usine avec l'orchestre dont il était le chef, c'était l'orchestre philharmonique de Berlin. Den Arbeitern eines großen Berliner Industriewerkes steht eine besondere Freude bevor. Die NS-Gemeinschaft... Ça, cette utilisation en fait de l'image de Furtwängler pour servir le régime, elle intervient après qu'il ait été renvoyé de la chambre de musique du Reich, puisque Furtwängler a été finalement le vice-président de la chambre de musique du Reich sur une période assez courte, puisque pour donner satisfaction au régime, il fallait quand même mettre en œuvre des politiques extrêmement exclusives et extrêmement antisémites, et ni Furtwängler ni Strauss n'ont donné satisfaction, donc ils ont été renvoyés, ou en tout cas on leur a demandé de démissionner assez tôt, et ils ont été remplacés très rapidement par des exécutants beaucoup plus zélés. Mais malgré tout, après sa disgrâce, Furtwängler continuera à se produire justement pour des occasions qui sont très rapidement récupérées pour la propagande. Il dirige à plusieurs occasions pour l'anniversaire de Hitler. Alors c'est à cette occasion que la 9e symphonie de Beethoven, par exemple, était très fréquemment jouée. Et donc, il reste en Allemagne et bien sûr, après la guerre, se posera la question d'une éventuelle collaboration et du positionnement qu'il aurait dû tenir. En tout cas, il est démis des fonctions officielles à la Chambre de musique du Reich, mais il reste le chef de l'orchestre philharmonique de Berlin. C'est pourquoi on le voit apparaître encore sous l'Allemagne nazie. Donc Beethoven, Bach, Mozart, ça ce sont des musiciens, des compositeurs qui sont mis en valeur, mais moins que Wagner, parce qu'il n'y a pas la dimension idéologique du personnage.
Beethoven, par exemple, posait problème aux nazis, puisqu'il avait un mode de vie qui n'était pas vraiment à l'image de ce qu'aurait voulu le régime, mais sa musique, quand même, qui personnifie l'âme allemande, est très abondamment reprise à de nombreuses occasions. Et puis, il y a tout un panel de compositeurs qui sont, eux, récupérés pour des raisons stratégiques. Par exemple, Bruckner, qui était autrichien et qu'on transforme en compositeur allemand. On fait la même chose avec Grieg, juste avant l'invasion du pays, et on fait aussi ça avec des compositeurs tchèques avant l'invasion de la Tchécoslovaquie. Donc finalement, ces compositeurs... l'annexion des compositeurs annonce parfois l'annexion des territoires. Et il y a même des études qui essayent d'annexer certains compositeurs français et d'en faire des compositeurs allemands. Donc si on lit certaines biographies musicales qui sont parues sous le Troisième Reich dans la collection éditée par un éditeur nazi, on est un peu surpris de voir que finalement tous ces compositeurs sont allemands, du moins par l'âme en général. Et donc, cette entrée, par exemple, de Bruckner au Valhalla, donc l'endroit où reposaient vraiment les grands noms des arts allemands, c'est l'un des seuls compositeurs, c'est le seul compositeur entré au Valhalla sous le Troisième Reich, et ça annonce l'annexion de l'Autriche. Et dans le discours d'annexion qui est prononcé au nom de Hitler par Goebbels en mars 1938, à la fin du discours, ce qui retentit, c'est la symphonie de Bruckner, qui était elle-même dédicacée à Wagner, juste après que les mots « Vive l'Autriche allemande » aient été prononcés. Donc il y a aussi cette récupération à des fins politiques. Alors, si on s'intéresse aux compositeurs vivants, je vais aborder vraiment ceux qui sont restés connus. Ils sont très très peu. Ils étaient déjà connus en fait avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc Richard Strauss, c'était l'un des compositeurs les plus célèbres de son époque. Il a eu une période créatrice extrêmement moderne, notamment dans ses opéras du début des années 1900, Salomé et Electra, qui étaient vraiment les opéras qui ont posé les bases de ce qui deviendrait la musique qu'on appelle aujourd'hui contemporaine. Donc c'était un compositeur qui a à la fois été très moderne, mais qui va connaître une période aussi de grande réaction et qui, à la fin des années 30, fustigeait justement cette dégénérescence dans les arts. C'est pourquoi quand il rencontre Hitler, qui vient d'être nommé chancelier, il est tout d'abord séduit parce que lui, ce qu'il veut, c'est restaurer la grande tradition musicale allemande. Et c'est pour ça aussi qu'il accepte la charge de la présidence de musique du Reich. Donc, il continue à composer sous le régime, même après sa disgrâce. Alors, il avait une belle-fille qui était juive, donc il s'est aussi beaucoup appuyé sur ça après la guerre pour expliquer le fait qu'il ait aussi continué à composer pour le régime, en disant qu'il avait fait ça pour protéger sa famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a cherché continuellement à prouver son allégeance à Hitler, mais pas son allégeance à l'idéologie nazie. Il voulait vraiment, je pense aussi, sécuriser sa carrière quelque part, donc ce qui explique qu'il ait continué à composer sous le régime, notamment l'hymne olympique. C'est lui qui a composé cet hymne pour les JO de 1936. Et c'est lui qui l'a dirigé pour l'occasion, donc ça c'était une œuvre vraiment de circonstance, où il a aussi composé des œuvres sur commande de Goebbels, notamment une musique pour célébrer l'anniversaire de l'Empire du Japon, donc ça c'était une commande qui lui avait été passée. Donc son destin sous le Troisième Reich c'est quand même un peu assombri. Et après la guerre, il va être dans un premier temps mis sur les listes noires de l'occupant avant d'être blanchi comme tous les acteurs finalement de la vie musicale allemande. Le deuxième compositeur qui, lui, connaît une carrière fulgurante, mais à partir de 1938 seulement, c'est donc Carl Orff.
qui honore cette première commande pour remplacer le songe d'une nuit d'été et qui, avec ses Carmina Burana, impose en fait, c'est cette œuvre qui plaît parce qu'elle a un côté à la fois très simple et très massif. Elle est écrite pour un grand chœur, un grand orchestre. Elle fonctionne très bien, donc c'est vraiment une œuvre qui va plaire. Alors, Karl Orff était un compositeur extrêmement opportuniste qui n'a jamais pris position en faveur du régime nazi, mais qui avait mis au point une méthode pédagogique pendant les années 30, à la fin des années 20, et c'est une méthode qui est encore enseignée dans certaines écoles, qu'on appelle la méthode Orff, qui est une méthode très efficace d'apprentissage de la musique de façon ludique, avec des petites percussions. Donc c'est très adapté aux enfants, et Karl Orff, ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire circuler sa méthode pour vendre en fait le plus possible, et donc il a essayé de la faire vendre au sein de la jeunesse hitlérienne par les contacts qu'il avait. Donc c'est plutôt cette vision opportuniste qu'il a emportée. Et il a aussi composé une musique pour les Jeux Olympiques. Alors je vais vous faire écouter, vous allez voir que c'est une esthétique très simple. Alors Orff n'est pas un compositeur qui a essayé de composer de la musique nazie. Il composait déjà comme ça avant l'arrivée des nazis au pouvoir, et c'est juste une aubaine pour lui que les critères requis soient ceux qui étaient déjà les siens. Mais il n'a pas adapté son esthétique pour satisfaire le régime. Compris. Ça annonce aussi d'une certaine façon la musique répétitive, bien que ça n'ait sûrement pas été son objectif, mais voilà, il composait dans une esthétique assez simple, assez primitive même. Il était intéressé justement par les formes assez primitives, la répétition. Alors ça aussi, c'était une œuvre de circonstance pour le défilé des jeunes enfants aux Jeux Olympiques, mais il a continué à composer dans cette esthétique sous le régime. Alors après la guerre, bien sûr, il a été inquiété comme tous les acteurs culturels du régime, mais ça c'est un autre sujet que j'ai traité justement dans mon livre qui traite de la guerre froide, c'est que finalement tous ces réhabilitations en masse qui vont avoir lieu après la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas dues au fait qu'on se soit rendu compte que les compositeurs étaient apolitiques, mais c'était uniquement dû au fait qu'il y avait une guerre froide qui s'était déclarée entre deux occupants majeurs de l'Allemagne, les soviétiques et les américains. Et à partir du moment où les combats idéologiques se sont intensifiés, donc 1947, il a fallu rallier le plus possible d'artistes d'un côté ou de l'autre. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Américains avaient blacklisté Furtwängler dès 1945. Ils voulaient l'interdire totalement d'activité jusqu'à ce qu'il soit jugé. Et ils ont commencé à le juger. Et là, les Soviétiques l'ont invité à un concert dans leur zone. Donc Furtwängler a accepté. Et les Américains se sont dit, il faudrait peut-être quand même que ce soit nous qui récupérions Furtwängler. Et donc, ils ont accéléré ce procès, et Furtwängler a été blanchi, et finalement, tous les artistes ont été blanchis en 1947, et même tous ce qu'on appelait les suivistes, donc c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas été des militants nazis convaincus, ont été massivement blanchis. Donc, c'est pour ça que, quand on parle de tous ces artistes, aucun aujourd'hui n'est resté frappé d'anathème à jamais. Karl Orff a été réhabilité très, très rapidement et il a connu une carrière remplie de succès jusqu'à sa mort, où il était encore célébré comme un compositeur majeur de l'Allemagne.
Et puis un autre compositeur beaucoup moins connu, c'est Werner Egk, qui était justement un des élèves de Karl Orff, mais c'est quand même un nom un peu connu aujourd'hui. Et le dernier compositeur qui lui est très intéressant pour comprendre justement ces luttes, entre acteurs culturels du Reich, c'est Hans Pfister. Alors ça, c'est vraiment un compositeur nazi. Au niveau idéologique, il était un fervent soutien de Hitler. Il a rencontré Hitler dès le putsch raté de Hitler, juste avant. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personnalité de Pfister n'a pas du tout plu à Hitler. Et Hitler l'a immédiatement presque pris en grippe. Et finalement, sous le Troisième Reich, Pfister compose vraiment une musique qui pourrait tout à fait rentrer dans les canons de la musique nazie. C'est une musique vraiment comme une musique néo-romantique, on pourrait dire. Et il ne cesse de montrer son allégeance au régime, mais il est tenu à distance par les dignitaires parce que finalement sa personnalité déplaisait, donc il n'aura pas le rôle qu'il aurait aimé tenir. Et c'est le compositeur qui, encore à la fin du régime, regrettera la disparition de Hitler. Donc il était vraiment engagé, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas réussi à percer. Voilà. Donc, je suis désolée, j'ai un peu accéléré sur la fin pour que vous ayez le temps de vous restaurer avant le concert. Donc, voilà pour cette présentation un peu rapide des politiques musicales sous le Troisième Reich. Si vous voulez creuser le sujet, il y a eu donc une excellente exposition qui avait été organisée à Paris il y a longtemps, sous la direction de Pascal Huynh, le Troisième Reich et la musique, et puis donc ce livre qu'on a écrit avec Bruno Giner, qui est un livre grand public sur les musiques interdites sous le Troisième Reich. Je crois qu'il en reste plus que 2 exemplaires à la librairie. Et puis ce dernier ouvrage, qui est donc cet ouvrage où je traite d'abord, dans un premier temps, des politiques sous le Troisième Reich et dans un deuxième temps, des politiques dans l'Allemagne occupée, justement pour qu'on arrive à comprendre et à un peu réformer la musicologie française, puisque quand on étudie l'histoire de la musique en France, on divise le XXe siècle en 2 périodes. Le premier XXe siècle s'arrête en 1933 et le deuxième XXe siècle commence en 1945. Et on n'apprend pas ce qui s'est passé entre les deux, on est au courant de rien. Et ce qu'on nous apprend, c'est que 1945, c'est la table rase, c'est l'heure zéro, c'est une musique qui sort des ruines, une nouvelle musique totalement neuve. Et finalement, quand on lit les archives américaines de l'occupation de l'Allemagne, on se rend compte que ce n'est pas une nouvelle musique, c'est une musique qui doit rééduquer un peuple qui était nazifié. Donc c'est une musique qui doit servir la dénazification de la société, la purification de la société. Donc ça passera par la mise en valeur de tous les compositeurs qui avaient été considérés comme dégénérés, et puis de tous les compositeurs très modernes qui sont attaqués par les soviétiques. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre pendant la petite pause qu'on va avoir pour se restaurer, et je vous remercie pour votre attention.